ce matin Le Parisien et je ne veux pas dire qu'on a découvert, mais les écoutes dans la cellule de Mohamed Amra à la prison de la Santé sont tout simplement hallucinantes. Tout est permis en fait. Le quotidien aujourd'hui en France a eu accès à des écoutes. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes des fous, je vais vous montrer qui je suis, plus fou que vous. Tu crois que je suis Coluche, vous vouliez ma chiennette, je vais vous montrer, tu vas me payer. Donc ça, il parle par exemple à un de ses interlocuteurs. On découvre effectivement qu'il organise des séquestrations, voire des enlèvements, qu'il fait rentrer de la nourriture. Il y a un système Uber Eats en prison, manifestement. Ça s'appelle des jeteurs qui lui donnent de la nourriture. C'est vrai qu'on est surpris par ça. Alors, les écoutes, moi j'ai un sujet technique et je connais la réponse parce que j'ai posé tout à l'heure la question, mais c'est important de le dire. Ces écoutes qui sont proposées, j'étais avec Monsieur Couvi tout à l'heure, qui est un policier qui m'a donné effectivement la solution. Ces écoutes, elles sont un peu écoutées comme une boîte noire a posteriori. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est avec un casque en train de les écouter en direct. Quand elles ont lieu, ces écoutes, et pourquoi ont-elles lieu, William Molinier? Donc déjà elles sont demandées par un juge ou parfois par le parquet, mais c'est vrai que ce sont des écoutes qui sont écoutées a posteriori. Alors pas non plus 6 mois, 1 an après, c'est-à-dire que il peut y avoir parfois entre 15 jours et 1 mois au maximum entre le moment où l'écoute est réalisée et où, disons, que elle est retranscrite et que toutes les informations remontent jusqu'au juge qui peut ensuite prendre les décisions appropriées. Mais oui, il n'y a pas d'écoute, ce ne sont pas des écoutes en direct. Il faut que derrière sont comme des enregistrements en fait qui arrivent dans l'ordinateur du policier. Donc ça c'est important. Pourquoi la question elle est importante? Parce que on pourrait se dire, si cet homme a été écouté en direct, pourquoi n'a-t-on pas pris plus de sécurité au moment où il est sorti pour le transférer? Oui. Au moment de le transférer. Vous avez raison. Voilà, mais c'est pour ça que... Sauf que les écoutes là, ce qu'on apprend dans le Parisien, c'est que c'est la sonorisation de la cellule, c'était à la Santé, à la prison de la Santé à Paris, et que c'est en 2022 et 2023, pendant plusieurs mois. Donc entre, disons au maximum 2023, décembre 2023, il s'est quand même écoulé 4-5 mois entre les dernières écoutes et le moment où il est évadé. Donc il y a quand même forcément, à un moment donné, sur cette histoire-là, un problème d'analyse du renseignement, ou en tout cas, son statut, sa dangerosité, le niveau de sécurité et le niveau d'alerte de sa dangerosité n'a pas été rehaussé, et ce qui aurait permis qu'il soit classé DPS, détenu particulièrement signalé. Ce qu'il n'était pas. Ce qu'il n'était pas. Ah oui, ça c'est quand même tout à fait étonnant. Et ce qui aurait permis, en fait, de faire une demande pour une escorte policier ou gendarme pendant ce transfèrement. Bon, il poursuit derrière les barreaux diverses activités criminelles, trafic de stupéfiants, extorsion, séquestration avec demande de rançon, je l'ai dit. Il dirige en temps réel et en images des guet-apens. En fait, c'est le télétravail. C'est le télétravail en prison. C'est-à-dire que ils sont les trafiquants, ils intègrent ça dans leur parcours criminel pendant quelques mois, quelques années parfois. Ils savent que ils vont devoir continuer de gérer, avoir une espèce de survie de leur business criminel depuis la prison, derrière les barreaux. C'est pour ça que derrière vous avez des téléphones qui rentrent, des moyens de communication, et qu'ils continuent de donner des ordres. Cette sonorisation de sa cellule est très 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 importante parce qu'elle nous révèle qu'il suit en direct, il a des informations en direct sur la localisation de certaines forces de l'ordre lors d'une opération montée par ses complices, et qu'il dirige ses complices en fonction de l'endroit où se trouvent les forces de l'ordre en direct sur la voie publique. Et il les engueule même parfois. Il les engueule, donc c'est tout à fait étonnant. Ils vont pas assez vite. Enfin bon, bref, c'est hallucinant. Il est 11h12. William Molinier est avec nous. On va être également avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national UFAP UNSA Justice. Et puis on pourra écouter Pierre Botton également, qui s'est exprimé sur ce sujet. À tout de suite. Et si vous... Je le salue. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez donc, vous êtes resté plus de 30 ans comme surveillant, si j'ai bien compris, dans les prisons françaises.
Alors, surveillant, premier surveillant, major pénitentiaire et officier. J'ai terminé le mois de septembre dernier. Et vous étiez dans des prisons différentes ou vous êtes resté le plus souvent dans la même prison? Alors, j'ai fait 25 ans dans une même prison, pas loin de chez moi, mais autrement, j'ai commencé à la maison d'arrêt de la santé en 94. Et j'ai fait quelques établissements, oui. J'ai eu Pierre Botton plusieurs fois et il me dit qu'il a fait... Moi, je l'ai eu aussi. Vous l'avez surveillé, si j'ose dire. C'est ça, il m'a dit, la première fois que je suis passé en prison, c'était il y a quelques années, j'ai jamais eu peur. Et vous n'imaginez pas ce qui se passe aujourd'hui, tout a changé. Est-ce que vous validez cette analyse? Emmanuel? Alors oui, je suis là. Ah, Emmanuel, on a un petit souci, manifestement. Donc, je répète ma question. Pierre Botton disait... Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. La première fois qu'il est passé en prison, il me dit, j'ai jamais eu peur. C'était sécurisé. Et tout a changé. Je ne sais pas si c'est en 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais en tout cas, ce n'est plus les mêmes prisons. Est-ce que vous validez? Oui, je valide complètement, oui. Moi, je l'ai connu à la maison d'arrêt de la santé. Il était en maison d'arrêt, donc forcément, les portes sont fermées. Et là où le problème est, c'est les portes ouvertes, les centres de détention et autres. Parce que, forcément, les détenus sont un peu désœuvrés. Ils n'ont pas grand-chose à faire de la journée. En gros, sur une détention de je sais pas, on va dire 400 détenus, il y a à peu près une centaine qui est occupée à l'heure actuelle. Donc forcément, c'est générateur de tension, c'est générateur de trafic, c'est générateur de bagarres. Et puis voilà, il a raison. Il y a une. Mais c'est quoi les portes ouvertes? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire quoi? Les portes sont ouvertes aujourd'hui alors qu'elles étaient fermées avant? En maison d'arrêt, les portes sont fermées. On a un problème. On va sécuriser la liaison. On va sécuriser la liaison parce que manifestement, elle n'est pas parfaite, cher Olivier Guédec. Oui, je suis là. Voilà. Est-ce qu'elle est revenue au meilleur niveau? Est-ce que Emmanuel est avec nous? Emmanuel? Non, laissez-moi une petite seconde, Pascal, excusez-moi. Je vous laisse une petite seconde, William Molinier. Beaucoup de gens disent ça sur les prisons, parce que on découvre une réalité à travers ce témoignage. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant sur ce témoignage, et j'en parlais tout à l'heure également avec un syndicaliste qui s'appelle Couvi. Je lui dis comment ça sort, cette information, parce que le journaliste, il n'a pas accès à cette information, c'est qu'on lui donne. Et qui lui donne? Manifestement, ce sont des policiers. Et c'est aussi une manière de faire prendre conscience de la réalité de ce qui se passe dans une prison. Et il me disait que les policiers, d'une certaine manière, sont rendus aujourd'hui pour que l'opinion publique soit alertée, parce que le politique ne bouge pas, à faire sortir l'information de cette manière-là via la presse, sans doute en toute illégalité. En toute illégalité. Mais ça traduit, c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en parler, ça traduit aussi un état d'esprit de ceux qui bossent par rapport à ceux qui les gouvernent. Oui, bien sûr, c'est une hypothèse. Bien sûr, on peut voir aussi la chose différemment, c'est-à-dire qu'on peut aussi, je ne sais pas si c'est le cas, hein, c'est juste une réflexion que je vous livre, mais on peut aussi penser que l'OCLO, donc les policiers qui travaillent actuellement sur cette enquête, font fuiter ce rapport de synthèse sur la mise sur écoute de la cellule d'Amra, qui effectivement est absolument hallucinante, ahurissante. Ça fait parler et que ça, d'une certaine manière, baisse le niveau de pression médiatique et politique sur la traque. Parce que pendant ce temps-là, il est toujours dehors et ça, on en parle un peu moins. Alors Emmanuel est là. Donc Emmanuel, je vous posais la question. Vous disiez la porte ouverte et j'ai mal compris. Les portes ne sont pas ouvertes en prison. Si. Les portes dans certains régimes de détention sont ouvertes. Oui. Parce que après, il faut le comprendre. On peut pas tenir quelqu'un enfermé 24 heures sur 24 sans rien faire. Ça, c'est pas possible. En établissement pour peine, il y a des centres de détention où les portes sont ouvertes. Mais alors, ça veut dire quoi? Le prisonnier sort de sa prison? Il peut aller et venir dans les allées? Ça veut dire que ça marche. Moi, je connais un établissement qui fonctionne par étage. Ça marche par étage. C'est-à-dire que chaque étage est cloisonné, il y a une porte d'accès qui est fermée, mais à l'intérieur de l'étage, toutes les cellules sont ouvertes, suivant des horaires bien précis. Et donc les gens peuvent se balader dans les coursives?
Bien sûr, bien sûr. De bien manière sûr. libre. Et puis, Moi, je savais pas ça. Je pensais que, alors pardonnez-moi, j'en apprends tous les jours. Je pensais qu'il y avait une permission de. Je pensais qu'il y avait une permission de sortie, une permission quotidienne d'une heure ou 2 heures. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe, c'est dans l'établissement. Dans l'établissement pour peine, vous avez des régimes. Mais qu'est-ce que vous appelez un établissement pour peine? C'est la prison. Condamné. La condamnation. C'est pas la maison d'arrêt. Oui. Une maison d'arrêt, c'est un établissement maison d'arrêt. Un établissement pour peine, c'est quand le détenu est condamné définitivement, il purge sa peine. D'accord. Et c'est pas le même établissement. D'accord. Donc là, mais là, c'est monnaie courante que la prison, la porte soit ouverte? Mais bien sûr que c'est monnaie courante. Dans la majorité des établissements pour peine, c'est monnaie courante. Encore une fois, je vous dis, il faut bien comprendre. Qu'on ne peut pas tenir à quelqu'un sans rien faire ou pas grand-chose. C'est le principe de la prison. 24 heures sur 24. Non, mais il y avait une. Moi, je vais vous dire, moi le premier. Écoutez, si vous voulez savoir pourquoi les prisons sont des passoires, parce que c'est pas compliqué de les rendre étanches. Le problème, c'est qu'elles seraient inhumaines. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, le gros truc, c'est ça. Si vous voulez sécuriser les prisons plus, eh ben, vous les rendez inhumaines parce que les détenus seront fermés. Voilà. Et c'est pas l'idéologie française. Non, mais j'entends. Mais oui. Ça peut quand même surprendre. Inhumain. Oui, je vous confirme que quoi qu'il arrive, priver quelqu'un de liberté, c'est inhumain, bien sûr. Bien sûr que c'est inhumain, mais en même temps, c'est la sanction que la société a trouvée pour protéger la société. Vous savez, Monsieur Pro, les personnels pénitentiaires sont fatigués, écœurés de tout ça, parce que ils entendent tout et n'importe quoi sur leur travail, alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et en fait, ils ne font qu'appliquer les textes, ils ne font qu'appliquer la loi. Et les textes européens, c'est les pires. C'est ceux qui ont tué la prison, c'est tout. C'est eux qui ont rendu les fouilles non systématiques au parloir. C'est eux qui ont rendu. Il faut absolument que les détenus communiquent. Amra, il communiquait. Bon, illégalement, c'est sûr. Mais vous savez, la nature humaine est ainsi faite que tout serait autorisé en prison. Ils trouveraient encore quelque chose pour revendiquer qu'il leur manque quelque chose. C'est la nature humaine. C'est comme ça. C'est pas des enfants, parce que les enfants, ils sont en construction, donc ils ne comprennent pas tout. Mais les détenus, ils se plaignent. Voilà. Bon, les passoires, parlez-moi de prison passoire. Qu'est-ce qui rentre en prison? Il rentre de la drogue, il rentre de l'argent, il rentre des téléphones portables. Alors, il faut savoir que les téléphones portables, comme on disait entre nous, ça rentre incorporé. Ça veut dire qu'ils se le mettent dans un endroit que la décence m'interdit de nommer ici, mais bien enveloppé, ça craint rien. Mais ils se le mettent quand? Au parloir, c'est des petits téléphones qui sonnent pas, par exemple. Et puis, rassurez-vous, des mecs comme Amra, ils sont vierges de ce côté-là. Ils font faire par les autres. C'est ça le problème. Et ça, comme c'est pas systématique les fouilles, et puis aussi dans ces endroits-là, le personnel n'a aucun moyen. On est désarmé parce qu'on sait que la manière de rentrer les choses, c'est par là, en majeure partie, pour des petites choses évidemment. Et il n'y a pas de fouilles. Il n'y a pas de fouilles. Il n'y a pas de fouilles. On a appris qu'il n'y avait pas de fouilles. Moi, j'ai appris que les familles ne sont pas fouillées. Alors, les familles ne sont pas fouillées parce que les familles, entre guillemets, la loi française considère qu'ils n'ont rien à voir avec la personne de leur famille qui lui a fait des bêtises. Donc toi, t'es fouillé quand tu rentres au cinéma ou au théâtre ou dans un stade de football, t'es palpé et fouillé parce que c'est la réalité. C'est ça. Mais les familles qui rentrent pour voir leurs frères, leurs cousins, leurs pères, que sais-je, et effectivement la suspicion existe qu'ils puissent faire entrer, pourquoi pas un téléphone portable, ils ne sont pas fouillés. Restez avec nous Emmanuel parce que votre témoignage est passionnant. Il est 11h26, à tout de suite. Et Pierre Botton qui est un ancien détenu, il était sur CNews ce matin. Il faut bien comprendre qu'une partie de la sécurité des Français se joue en prison. La première chose, il faut immédiatement que les prisons soient un lieu dans lequel la loi est respectée. Demain, vous amenez des chiens renifleurs et vous savez où est la drogue et vous ne la faites pas rentrer. Immédiatement, je change le directeur de l'administration pénitentiaire et les directeurs interrégionaux et je ne les mets pas je ne prends pas des gens qui viennent de la pénitentiaire. Je vous dis une chose, la prochaine chose qui va rentrer dans les prisons,
ce sont des armes. Et il sera trop tard. Alors, l'analyse de Pierre Botton, et il prend des précautions oratoires, parce que Pierre Botton, il dit, je suis pas crédible, je suis pas audible, puisque moi-même, je suis passé en prison. Mais je tiens quand même à témoigner. Et il dit, le pas de vague est lié au fait que chacun pense à sa carrière. Et c'est pourquoi il dit les directeurs pénitentiaires ne doivent pas être de l'administration pénitentiaire. Peut-être faut-il les recruter dans l'armée, que leur carrière ne tiennent pas compte de cela. Alors, Emmanuel, qui est resté 30 ans dans la pénitentiaire, est-ce que ce phénomène du pas de vague, au fond, de minimiser ce qui pourrait se passer dans les prisons, est-ce que vous l'avez vécu ? Oui, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire ça. Alors, Monsieur Botton, je mettrai un bémol à ce qu'il a dit. Effectivement, je pense que dans la haute administration pénitentiaire, ce serait bien peut-être de changer les têtes et de pas de mettre des gens qui sont passés par la pénitentiaire par la base. Par contre, en détention pure, dans l'encadrement, et même les directeurs d'établissement, c'est bien que ce soit des gens qui connaissent les rouages, le milieu de l'administration pénitentiaire. Pourquoi ? Parce que déjà, un directeur qui est passé par la base, il respecte ses agents. Première chose. Il y a deux sortes de directeurs dans l'administration, deux sortes de directeurs d'établissement. Il y a ceux qui sont passés, qui ont commencé comme surveillants, qui respectent leur personnel et qui les comprennent. Et je vous fais une parenthèse là-dessus, parce que j'avais un directeur il y a quelques années qui a tout fait dans l'établissement où j'étais pour que les fouilles, justement, qu'on avait décidé non systématiques à cause de l'Europe, il a tout fait pour que ça se mette en place le plus tard possible. Il a tenu 2 ans. Et l'établissement a été condamné par la justice administrative à des contraintes, à des amendes, en leur disant, en gros, c'est 500 francs ou 500 euros d'amende par jour, tant que la circulaire n'est pas appliquée. Donc, il a capitulé. La parenthèse est fermée. Les autres directeurs d'établissements pénitentiaires sont des gens qui ont, comme vous dites des fois, des petits hommes gris, qui ont bien travaillé à l'école, qui ont bien étudié, qui ont bien appris, mais qui ne connaissent rien de la nature humaine. Et puis la nature humaine en détention, en prison, elle est très particulière. Donc il faut la connaître aussi. En gros, on apprend le vice en prison. Mais il faut des professionnels. On apprend le vice. L'autre jour, j'entendais un magistrat qui disait on a perdu la bataille et on a même perdu la guerre, peut-être. Bon, je voulais savoir il aurait mieux fait Et Dupond-Moretti, il aurait mieux fait il faut pas les engueuler, des gens comme ça. Il faut pas les engueuler. Mais vous, votre avis sur les prisons, est-ce qu'on a perdu la bataille définitivement ou est-ce qu'il y a quand même des solutions qui permettent de remettre de l'ordre dans les prisons ? Alors moi, je vais vous dire, tout ce qui est acquis en prison, c'est définitif. Ça, c'est un principe. Et ce sera très dur de revenir en arrière. Même en expliquant les choses, les détenus, c'est des hommes, ils comprennent. Mais ils peuvent se révolter. Oui, mais on aussi. peut pas. Pardonnez-moi, on peut pas tolérer ce qui se passe avec Monsieur Amra. On peut pas tolérer que quelqu'un pilote des actions criminelles depuis sa cellule, se fasse servir des plats à convenance. On peut pas tolérer ça, ou alors on lâche tout. Pascal, vous dites ça. C'est réducteur ce que vous dites. Je prenez-le pas mal. Mais vous dites qu'il pilote depuis sa cellule. Mais il ne fait que profiter de l'aura qu'il a sur certains détenus plus faibles. Oui, mais parce qu'on lui donne les moyens, je veux dire, monsieur... Mais non, il les prend, les moyens, mais ces gens-là... Mais il a son portable, mais le portable, enfin, on peut éviter que les gens aient des portables en prison, quand même. Écoutez-moi. On peut pas éviter que les gens aient des portables en prison. C'est impossible. Ou alors, je vous dis, les prisons ne seraient pas humaines. C'est impossible. Les téléphones rentreront toujours. Moi, je vais vous dire, il y a un principe aussi Je vous assure, je suis sidéré de ce que vous me dites. Ah ben, écoutez, moi, je vous dis pas de bêtises. Mais aux États-Unis, c'est pareil ? Dans toutes les prisons d'Europe, c'est pareil ? Moi, je vous parle vous me dites, de ce que je connais. Oui, mais on peut très bien... On peut arrêter ça. On peut arrêter l'idée quand même que des portables rentrent en prison. Écoutez, moi, je vais vous donner mon avis qui n'engage que moi, qui n'engage personne d'autre. Je pense que l'État ne veut pas de 200 établissements qui flambent. Parce qu'on n'a déjà pas de sous, donc ils pourront pas les reconstruire. Et puis, ce qui sera dehors, il y en a certains, c'est pas joli.
Donc il vaut mieux les tenir enfermés, même si c'est au prix de quelques scandales de temps en temps. Mais je pense que la population française n'est pas très encline à les voir dans les rues. Emmanuel, je pense que vous êtes en retraite et c'est peut-être pour ça que vous avez une parole plus libre. Est-ce que vous accepteriez de témoigner à visage découvert? Je ne sais pas si vous habitez Paris ou pas, mais moi je vous paye un billet. Non, j'habite pas Paris. Vous habitez où? Mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. J'habite en Bourgogne, moi. Mais vous viendriez sur un plateau de télévision si je vous invite demain? Vous venez sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 à 9h? Alors attendez. Moi, je peux venir. Mais moi, je viendrai vous voir avec plaisir. Mais moi, je vous invite à 9h demain sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 parce que ce que vous me dites est saisissant. Simplement, je ne veux pas vous mettre en difficulté. Alors moi, il y a une chose qu'il faut qu'on me garantisse, c'est que ma retraite me sera toujours payée. Par exemple. Alors réfléchissez. Alors moi, comme je veux pas vous mettre en difficulté, ce que je vous propose avec Monsieur Olivier Guénec, d'abord je remercie Olivier parce que c'est important de dire aux auditeurs comment on fonctionne. Les auditeurs pensent que je fais tout. Non. Je ne fais rien. Vous faites beaucoup de choses. Mais on remercie le standard surtout. Vous avez des gens. Non, mais je blague. Évidemment, c'est vous qui avez appelé d'ailleurs. Voilà. C'est moi qui ai laissé un message sur votre répondeur. Donc, on remercie Élisée Quentin au standard. On remercie Élisée Quentin et notre équipe. Et c'est vrai que ce soit Olivier Guénec, parfois je les taquine, mais parce que ils sont remarquables. Olivier Guénec, Florian Carassou-Maillan, sous la férule de notre ami Laurent Tessier. Bon, vous regarderez dans le dictionnaire. Oui, j'en ai pas, mais je vais en acheter un. Parce que le mot, férule veut dire. Bon, non, mais ça nous permet d'avoir des témoignages aussi signifiants que celui d'Emmanuel qu'on vient d'avoir. Alors, ce que je vous propose, Emmanuel, c'est on vous appelle dans 1 heure ou dans 2 heures. Vous réfléchissez parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté. Alors, votre témoignage a une très grande force. Parce que je suis un. Écoutez. Franchement, parce que vous savez de quoi vous parlez, c'est toujours pareil. Je sais de quoi je parle, comme beaucoup de mes collègues, comme tous mes collègues, on sait de quoi on parle. Parce que je peux vous dire deux, trois petites choses comme ça. Tout ce qui est fait pour améliorer les conditions de détention des détenus est détourné. Moi, je vous le dis, la première des choses, c'est celle-là. Faut pas oublier qu'ils pensent pas comme nous. Taubira, elle a voulu des UVF, des unités de vie familiales dans tous les établissements, elle n'y est pas arrivée. Moi, je vous dis, il y a des bésodromes dans tous les établissements de France. Tous ceux qui fonctionnent, j'appelle ça comme ça parce que c'est la vérité. Non, mais alors, Madame... je vais peut-être vous surprendre, mais à la limite, ça, que on mette en place des possibilités d'avoir une activité sexuelle pour des hommes ou des femmes, ça ne me dérange pas. Je vous assure, ça ne me dérange pas. Alors, à l'heure actuelle. Et au contraire, même, si ça peut calmer tout le monde, je trouve je pourrais trouver ça très bien. Non, je vais vous dire une chose, moi. Les féministes, on les entend pas beaucoup sur plein de choses, mais là, on les entend pas du tout, parce que la dame qui vient voir son mari ou son copain ou son compagnon, il faut qu'elle ait dans l'idée qu'elle va passer à la casserole. Si elle n'est pas dans ces dispositions-là, il faut pas qu'elle vienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais elle a peut-être envie, aussi envie elle-même que son compagnon, c'est une preuve d'amour aussi. On peut le voir aussi comme ça. On peut le voir aussi comme ça. On est de la même génération, donc vous êtes aussi, comme moi, assez encore, il y en a pas beaucoup, mais encore chevaleresque avec les femmes. Ces gens-là, c'est pas le cas du tout, hein. Du tout. Hein. Donc, il faut que les femmes soient conscientes. Moi, j'ai vu des petites gamines de 20 ans arriver voilées de la tête aux pieds pour rentrer en détention, parce que le mec qu'elle venait voir, lui imposait de se vêtir comme ça. Hein, c'est l'éradiquer aussi. On va encore dire qu'on stigmatise, mais non, mais c'est votre témoignage. C'est pour ça que votre témoignage est fascinant, parce que en fait, ces témoignages n'arrivent pas. J'ai repris une activité, donc demain matin, je peux pas être vers vous, malheureusement. Je pourrais être vers vous pendant les vacances scolaires, parce que je fais une activité qui fonctionne pendant l'année scolaire. Voilà. Je conduis des enfants à l'école. Écoutez, c'est une belle activité. Bon, en tout cas, Emmanuel... si vous voulez un témoignage audio à CNews demain matin, 9h30, pas de souci, mais physiquement, je pourrais pas y être. Bon, mais on fera peut-être ce qu'on appelle un FaceTime dans ces cas-là, si vous voulez, oui. Mais moi, ça m'intéresse grandement. Ce que vous dites m'intéresse grandement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On marque une pause? Oui. 11h42, formidable témoignage d'Emmanuel. Parce que c'est toujours pareil. Qui sait, au fond? Les journalistes, ils savent pas. Moi, on n'est pas sur le terrain de la même manière. Les profs savent. Les flics savent.
les agents pénitentiaires savent, parce que eux, ils sont au contact. Les politiques même, ils savent pas, et ils sont pas en direct. Là, ce que dit ce monsieur sur ces jeunes femmes qui rentrent, etc., c'est du témoignage en direct. C'est ça qui est l'essence de notre métier, le témoignage. Et je remercie une nouvelle fois vraiment toute notre petite équipe d'avoir trouvé et d'avoir en tout cas pu mettre à l'antenne Emmanuel. Il est 11h43, on marque une pause et puis on va avoir sur ce sujet un nouvel invité dans une seconde. C'est Wilfried Fonck, qui est secrétaire national UFAP, UNSA, oui, justice. Et c'est vrai que notre émission tient beaucoup par les témoignages, la force des témoignages. Et c'est une nouvelle fois l'occasion de remercier Quentin et Élise. Quentin et Élise. Élise et Quentin au Standard. Parce que c'est eux, évidemment, qui filtrent le grand nombre de témoignages, qui rappellent, qui mettent à l'antenne ces témoignages. Et dans notre métier, il n'y a rien de plus fort qu'un témoignage, bien sûr. Et on l'a vu avec Emmanuel, surtout quand ce témoignage, évidemment, il est validé, il est checké, il est vérifié. Mais une fois que cette procédure est mise en place, il y a une force du témoignage parce qu'il traduit tout simplement la réalité. À 11h48, je voudrais que nous ayons Wilfried Fonck, qui est secrétaire national UFAP, UNSA, Justice. Bonjour Monsieur Fonck. Bonjour Pascal. Bon, nous découvrons, et c'est vrai pour la pénitentiaire, mais c'est vrai dans beaucoup de sujets en France. C'est-à-dire que quand tu as un drame, tu ouvres le capot, c'est une expression que j'ai souvent employée. C'est vrai à l'école, c'est vrai dans plein de domaines. Tu ouvres le capot et tu vois un fonctionnement au quotidien. Et dans la pénitentiaire, donc tu as appris, par exemple, qu'il n'y a pas de fouilles. Tu as appris que des voitures de transfèrement sont des voitures de livraison DHL, disait un agent de la pénitentiaire, ou des kangous. Tu apprends qu'il y a des demandes de sécurité qui sont faites de type de ne pas marquer l'administration pénitentiaire sur les voitures pour les protéger, etc., etc. Et tu te dis, mais on va jamais s'en sortir, Monsieur Fonck. On va jamais s'en sortir avec un fonctionnement comme ça, parce que un enfant de 15 ans ou de 10 ans comprend que ça ne peut pas marcher. Les portables en prison, quand Emmanuel nous dit on peut pas arrêter les portables en prison, je vous assure, je tombe de ma chaise. Alors, effectivement, c'est même pas le capot, j'ai envie de dire, que vous avez ouvert. C'est la boîte de Pandore, en fait. Et l'intervenant précédent, Emmanuel, qui a sûrement une expérience encore plus large que la mienne, finalement, avec ses propres mots à lui, a résumé l'ensemble des mots MAUX de l'administration pénitentiaire et des prisons françaises depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu pour l'administration pénitentiaire une volonté politique, une priorisation budgétaire de faire de la prison un sujet important et éminemment important pour la société, en dépit finalement du rôle de cohésion sociale que peut jouer l'administration pénitentiaire et la prison dans notre société. Alors oui, on s'étonne sur les portables, ben oui, ça rentre, voilà, les stupéfiants, ça rentre, des armes blanches, type couteau avec des lames de céramique, ça rentre, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais à partir du moment où finalement on ne donne pas les moyens nécessaires au personnel de pouvoir exercer leur mission, et ben on se retrouve avec les prisons qu'on mérite, tout bonnement. Et dans cette nasse-là, les personnels, eux, au quotidien, ils patauchent dans un bourbier et ils s'estiment heureux de ne pas avoir pris un coup de poing dans la figure avant de rentrer chez eux, quoi. Voilà, c'est comme ça tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Fonck ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de vous dire, Pascal, la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. La question, c'est aujourd'hui à Éric Dupond-Moretti qui est garde des Sceaux, mais c'est à tous ceux qui ont été garde des Sceaux avant lui. C'est à tous ceux qui aujourd'hui ont un mandat parlementaire. C'est à tous ceux qui aujourd'hui sont au gouvernement et tous ceux qui sont là depuis 30 ans. À partir du moment où vous ne donnez pas... Ça fait du monde, hein, si vous me permettez. Ah ouais, ça fait du monde à interroger, mais j'aimerais bien que ces gens-là, finalement, nous donnent aujourd'hui leur point de vue. Je vais vous donner un exemple. On comprend les phénomènes. Alors, on comprend les phénomènes. Le phénomène, c'est pas de vague. C'est-à-dire que le politique, lui, il a intérêt à expliquer que tout va très bien dans son administration. C'est Éric Dupond-Moretti. Donc, lorsque... il y a quelques jours, une magistrate dit « on va perdre la guerre », il l'engueule. Voilà. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. Donc on comprend les politiques. On comprend les politiques. Et puis après, on comprend certaines personnes
qui ont des postes clés. C'est le proviseur du lycée qui pense parfois pour des bonnes raisons d'ailleurs, il pense à la réputation de son lycée, il veut pas de vagues, il pense à sa carrière, il essaye d'étouffer. Tous ces petits renoncements font qu'aujourd'hui tu en es là où tu en es. C'est le prof aussi qui veut pas se fâcher dans sa classe parce qu'il est un peu lâche, parce que quelqu'un lui dit quelque chose et il dit oui mais je vais pas mettre de l'huile sur le feu. Vous savez cette expression de dire je veux pas mettre d'huile sur le feu, elle est terrible cette expression parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reconnaît qu'il y a le feu mais on veut pas l'éteindre. C'est ça, cette expression, au fond, ce qu'elle veut dire. William Molinier qui veut intervenir. Pas qu'on nous a présenté quand même au début, dans les heures qui ont suivi l'évasion, Amra était un petit délinquant, moyen délinquant. Non, ce qu'on voit aujourd'hui avec cette sonorisation de cette cellule, c'est qu'il ne fait pas partie du milieu de tableau. Il est tout en haut, c'est un grossiste. Pour faire une comparaison dans l'économie légale, c'est Rungis, c'est celui qui est capable de faire venir, qui a des contacts dans les cartels sud-américains pour faire venir de la drogue en France et ensuite l'écouler auprès des revendeurs qui, eux, s'occuperont du dernier kilomètre. Amra, c'est un haut de tableau. Ça n'est pas, comme ça a été présenté sans doute sur cet argument de on ne fait pas de vagues, on minimise, ça n'est pas un petit ou moyen délinquant. Monsieur Fonck, est-ce qu'il y a un risque de corruption aujourd'hui? Parce que les gens qui vont entrer dans les prisons, forcément, ils sont très mal payés, ils sont maltraités, ils sont menacés. Et l'homme est ainsi fait que le risque de corruption peut exister. Alors, j'entends que la nature humaine est particulièrement corruptible. Pour autant, moi, je me base sur des faits objectifs. Ces faits-là, ce sont à la fois les procédures judiciaires qui peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnels pénitentiaires pour corruption ou les procédures disciplinaires à l'issue d'une condamnation pour des faits de corruption. Et moi, quand je regarde tout ça, je me rends compte que chez les personnels pénitentiaires, il y a beaucoup moins de corrompus que dans certains autres milieux, parce que finalement, ces procédures-là, c'est des faits totalement marginaux, et si on en a une par an, on peut s'estimer heureux. Et très honnêtement, les personnels ont très bien conscience du rôle qui leur est attribué, et là-dedans il n'y a pas du tout en tout cas de doute sur la probité de 99,9% d'entre eux. Écoutez, je vous remercie grandement, Wilfried Fonck, et c'est vrai qu'on a passé 1 heure à parler d'un sujet. Je pense que, William, il y a parfois dans l'actualité comme ça des sujets qui marquent plus que d'autres, et il est possible que cette affaire Amra marque fortement l'opinion publique. Et vous savez quoi? Beaucoup plus qu'une simple évasion, que Ferrara, il n'y avait pas eu de mort. Et là, en fait, il y a 2 morts. C'est ça qui effectivement va impacter à la fois la justice, mais aussi toute la société, parce qu'il y a 2 morts. Et puis, c'est vrai qu'on découvre, comme je le dis, alors une boîte de Pandore ou soulever le capot, on prendra l'expression que les uns et les autres veulent, mais on découvre des choses qui nous inquiètent et surtout on ne voit pas la solution, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, d'où parfois l'intérêt de changer complètement de logiciel. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, cher William Molinier. Merci à vous. Merci grandement. On va marquer peut-être une pause. Oui, avant les infos. Tout va bien, Géraldine? Très bien. Pas de commentaires particuliers? Aucun. Hier, vous étiez soucieuse pour votre papa. Ah oui, mon papa, oui. Bon, est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, oui. Bon, on lui transmet nos amitiés. Oui. Parce que je tiens à dire que derrière les professionnels que nous sommes, il y a des cœurs. Tout à fait. Et chacun s'est intéressé évidemment à votre père, qui est un personnage important de notre émission.